après avoir étudié Victor Hugo et Alfred de Musset, nous allons consacrer à Gérard de Nerval la dernière émission, et hélas, de notre série, sur les poètes et les prosateurs de l'époque romantique. 3 comédiens vont dire des textes de Gérard de Nerval. Nous allons commencer par le magnifique sonnet que va nous dire Jean-Marie Ferté. Je suis le ténébreux, le veuf que vous connaissez tous d'ailleurs. Bien, alors allons-y. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour aboli. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Mais c'est très bien. Il y a une toute petite chose que je veux dire. C'est un poème tellement célèbre, comme vous savez que tout le monde connaît. Je crois qu'il faut le dire d'une manière un peu plus détachée que vous ne le faites. Oui. Vous le dites comme quelqu'un qui vous fait tout à coup la confidence d'un état d'âme. Je crois que c'est beaucoup plus impersonnel que ça. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Mais comme une citation, ma seule alors. étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Là, il faut nettement la question. Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nagent les sirènes, un sang suspendu, et j'ai 2 fois vainqueur et 2 fois de la folie, traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Je crois qu'il faut, voyez-vous, un sang suspendu sur sirène et une espèce d'interrogation nette sur suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron. Et les 2 fois vainqueur, c'est sa folie, c'est les 2 fois où il a été fou, n'est-ce pas? Oui. Car au fond, ce sonnet-là, moins que l'autre que nous allons dire ensuite, le troisième revient, c'est encore la première, c'est au fond une confession. Mais ça n'est pas une confession directe, vous comprenez, c'est une confession transposée. Et le poème est tellement célèbre, je crois qu'il y a avantage à être détaché un peu de lui. Oui. Comprenez ce que je veux Oui, dire? je comprends très bien. Alors vous allez nous le redire. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour aboli. Voyez-vous, il fait un sens, il y a un sens, comme un sens arrêté sur les 2 premiers vers, très légèrement, ce qui donne un sens. Je vois qu'il n'y en ait pas. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Mais aucune intention. Je crois qu'il faut que ce soit absolument objectif. Absolument, oui, trop. Mais enfin, c'est une façon de voir. On peut aussi le dire comme vous, je crois. Enfin, il me semble que c'est mieux si on est bien détaché. Alors, je vous écoute. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, C'est ça. le prince d'Aquitaine à la tour aboli. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. Alors, il y a une grande nostalgie. La Torah nuit du tombeau, toi qui m'as consolé. Rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé.
et la treille ou le pampre à la rose salie. Rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. Là, il y a un immense regret. Mais je vous taquine, je ne sais pas pourquoi. Non, mais... Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. C'est ça. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. C'est bien, c'est très bien. Très bien. Alors nous allons entendre maintenant de la prose, car la prose de Nerval est aussi belle que ses vers. Et je pense que Elisabeth Hazan va nous lire un passage de Sylvie. Au sortir du bois, nous rencontrâmes de grandes touffes de digital pourpré. Elle en fit un énorme bouquet en me disant « C'est pour ma tante. Elle sera si heureuse d'avoir ces belles fleurs dans sa chambre. » Nous n'avions plus qu'un bout de plaine à traverser pour gagner Otis. Le clocher du village pointait sur les coteaux bleuâtres qui vont de Montmélian à Dammartin. La Thève bruissait de nouveau parmi les grès et les cailloux, s'amincissant au voisinage de sa source, où elle se repose dans les prés, formant un petit lac au milieu des glaïeuls et des iris. Bientôt nous gagnâmes les premières maisons. La tante de Sylvie habitait une petite chaumière bâtie en pierre de grès inégale que revêtaient des treillages de houblon et de vignes vierges. Elle vivait seule, de quelques carrés de terre que les gens du village cultivaient pour elle depuis la mort de son mari. Sa nièce arrivant, c'était le feu dans la maison. « Bonjour la tante, voici vos enfants, dit Sylvie. Nous avons bien faim. » Elle l'embrassa tendrement, lui mit dans les bras la botte de fleurs, puis songea enfin à me présenter en disant « C'est mon amoureux. » J'embrassai à mon tour la tante qui dit « Il est gentil, c'est donc un blond. » « Il a de jolis cheveux fins, dit Sylvie. »« Cela ne dure pas, dit la tante. Mais vous avez du temps devant vous. Et toi qui es brune, cela t'a sorti bien. »« Il faut le faire déjeuner, la tante, dit Sylvie. » Et elle alla, cherchant dans les armoires, dans la huche, trouvant du lait, du pain bis, du sucre, étalant sans trop de soin sur la table les assiettes et les plats de faïence émaillés de larges fleurs et de coques au vif plumage. Une jatte en porcelaine de Creil, pleine de lait où nageaient les fraises, devint le centre du service. Et après avoir dépouillé le jardin de quelques poignées de cerises et de groseilles, elle disposa 2 vases de fleurs au debout de la nappe. Mais la tante avait dit ces belles paroles. « Tout cela, ce n'est que du dessert. Il faut me laisser faire à présent. » Et elle avait décroché la poêle et jeté un fagot dans la haute cheminée. « Je ne veux pas que tu touches à cela, dit-elle à Sylvie qui voulait l'aider. Abîmer tes jolis doigts qui font de la dentelle plus belle qu'à Chantilly. Tu es bonne à donner, je m'y connais. »« Ah oui, la tante, dites donc, si vous en avez des morceaux de l'ancienne, cela me fera des modèles. »« Eh bien, va voir là-haut, dit la tante. Il y en a peut-être dans ma commode. »« Donnez-moi les clés, reprit Sylvie. »« Bah, dit la tante, les tiroirs sont ouverts. »« Ce n'est pas vrai. Il y en a un qui est toujours fermé. » Et pendant que la bonne femme nettoyait la poêle après l'avoir passée au feu, Sylvie dénouait des pendants de sa ceinture une petite clé d'un acier ouvragé qu'elle me fit voir avec triomphe. Je la suivis, montant rapidement l'escalier de bois qui conduisait à la chambre. Ô jeunesse, ô vieillesse sainte, qui donc eût songé à ternir la pureté d'un premier amour dans ce sanctuaire des souvenirs fidèles? Le portrait d'un jeune homme du bon vieux temps souriait avec ses yeux noirs et sa bouche rose dans un ovale au cadre doré suspendu à la tête du lit rustique. Il portait l'uniforme des gardes-chasse de la maison de Condé. Son attitude à demi martiale, sa figure rose et bienveillante, son front pur sous ses cheveux poudrés, relevaient ce pastel médiocre peut-être des grâces de la jeunesse et de la simplicité. Quelque artiste moderne invité aux chasses princières s'était appliqué à le pourtraire de son mieux, ainsi que sa jeune épouse,
qu'envoyée dans un autre médaillon, attrayante, maligne, élancée dans son corsage ouvert à échelle de ruban, agaçant de sa mine retroussée un oiseau posé sur son doigt. C'était pourtant la même bonne vieille qui cuisinait en ce moment, courbée sur le feu de l'âtre. Cela me fit penser aux fées des funambules qui cachent sous leur masque ridé un visage attrayant qu'elles révèlent au dénouement lorsqu'apparaît le temple de l'amour et son soleil tournant qui rayonne de feu magique. « Oh, bonne tante !» m'écriai-je, « que vous étiez jolie !» « Et moi donc !» dit Sylvie qui était parvenue à ouvrir le fameux tiroir. Elle y avait trouvé une grande robe de taffetas flambé qui criait du froissement de ses plis. « Oh, je veux essayer si cela m'ira, dit-elle. Oh, je vais avoir l'air d'une vieille fée. » La fée des légendes éternellement jeune, dis-je en moi-même. Et déjà Sylvie avait dégrafé sa robe d'indienne et la laissé tomber à ses pieds. La robe étoffée de la vieille tante s'ajusta parfaitement sur la taille mince de Sylvie qui me dit de la graffer. Oh, les manches plates que c'est ridicule, dit-elle. Et cependant les jabots garnis de dentelle découvraient admirablement ses bras nus. La gorge s'encadrait dans le pur corsage au tulle jauni, au ruban passé, qui n'avait serré que bien peu les charmes évanouis de la tante. « Mais finissez-en, vous ne savez donc pas agrafer une robe, me dit-elle. » Elle avait l'air de l'accordée de village de Greuze. « Il faudrait de la poudre, dis-je. Nous allons en trouver. » Elle fureta de nouveau dans les tiroirs. Oh, que de richesse! Que cela sentait bon! Comme cela brillait! Comme cela chatoyait de vives couleurs et de modestes clinquants! 2 éventails de nacre un peu cassés, des boîtes de pâte à sujet chinois, un collier d'ambre et 1000 fanfreluches, parmi lesquels éclataient 2 petits souliers de droguet blanc avec des boucles incrustées de diamants d'Irlande. « Oh, je veux les mettre, dit Sylvie, si je trouve les bas brodés. » Un instant après, nous déroulions des bas de soie rose à coins verts. Mais la voix de la tante, accompagnée du frémissement de la poêle, nous rappela soudain à la réalité. « Descendez vite, dit Sylvie. » Et quoi que je puisse dire, elle ne me permit pas de l'aider à se chausser. Cependant, la tante venait de verser dans un plat le contenu de la poêle, une tranche de lard frite avec des œufs. La voix de Sylvie me rappela bientôt. « Habillez-vous vite, dit-elle. » Et entièrement vêtue elle-même, elle me montra les habits de noces du garde-chasse réunis sur la commode. En un instant, je me transformai en mariée de l'autre siècle. Sylvie m'attendait sur l'escalier et nous descendîmes tous 2 en nous tenant par la main. La tante poussa un cri en se retournant. « Oh, mes enfants, dit-elle. » Et elle se mit à pleurer, puis sourit à travers ses larmes. C'était l'image de sa jeunesse, cruelle et charmante apparition. Nous nous assîmes auprès d'elle, attendris et presque graves. Puis la gaieté nous revint bientôt, car le premier moment passé, la bonne vieille ne songea plus qu'à se rappeler les fêtes pompeuses de sa noce. Elle retrouva même dans sa mémoire les chants alternés d'usage alors, qui se répondaient d'un bout à l'autre de la table nuptiale, et le naïf épithalame qui accompagnait les mariés rentrant après la danse. Nous répétions ces strophes si simplement rythmées, avec les hiatus et les assonances du temps, amoureuses et fleuries comme le cantique de l'Ecclésiaste. Nous étions l'époux et l'épouse pour tout un beau matin d'été. C'est très bien. Vous avez très bien lu. C'est très joli d'ailleurs. Et ça s'oppose extraordinairement au sonnet, parce que le sonnet est un sonnet désespéré, et ça c'est un moment où il était encore bien. Où et c'est aussi très typique de Nerval, la recherche de l'enfance, la recherche perpétuelle de l'enfance. Oui. Mais c'est très caractéristique ce passage-là, avec tout de même le déguisement, avec c'est tout à fait lui. Oui, ça. Toujours la femme double. Ah, oui. Enfin, ça se rapporte au sonnet, la 13e revient, c'est toujours la Oui. première. C'est toujours la même femme qu'il recherche à travers sonnet. toutes les femmes. Nous allons le dire maintenant, ce sonnet. C'est monsieur Roger Brett qui va nous dire ce sonnet, qui est un sonnet tout à fait extraordinaire, car il a écrit ça à un moment où il était très près de la folie déjà.
Je crois que c'est la dernière année qu'il a écrit ce sonnet. Artémis, la 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, où c'est le seul moment. Car es-tu reine, ô toi la première ou dernière? Es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant? Aimez qui vous aima du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule, même encore tendrement, c'est la mort ou la morte. Ô délice, ô tourment, la rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Sainte Napolitaine aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche, tombez, vous insultez nos dieux, tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle. La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. Très bien. Il faut bien le finir. Il faut lire un petit peu plus les premières choses. La première strophe, vous l'avez dit, on sépare un petit peu trop. Oui. La 13e revient, c'est encore la première. Et c'est toujours la seule, oui. C'est le seul moment, car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière. Es-tu roi, toi le seul ou le dernier amant. C'est un petit peu plus lié. Oui. Redites-le. La 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, où c'est le seul moment. Car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière? Es-tu roi, toi, le seul ou le dernier amant? Bien. Aimez qui vous aima du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule, même encore tendrement, c'est la mort ou la morte. Ô délice, ô tourment, la rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Sainte Napolitaine aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche, tombez, vous insultez nos dieux, tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle. La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. C'est très bien, très bien. Ça, ce n'est magnifique, ça. C'est très curieux. On a beaucoup dit que la 13e revient signifiait la dernière heure, vous savez, la 12 heures et la 13e. Et la 13e qui revenait était l'heure qui revenait toujours, qui signifiait pour lui la folie, vous savez. On a dit que c'était ça, ce sonnet, que c'était ça, le mystère du sonnet. Oui, et c'est encore la première. C'est cela. C'est associé aussi avec cette heure insupportable du souvenir. Oui. C'est un sonnet extraordinaire. Rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule. C'est un vers admirable. Si vous me permettez, je trouve ici une note qui est exceptionnellement intéressante. Toutes les notes ne le sont pas, mais qui se rapporte au vers Sainte Napolitaine aux mains pleines de feu, et où on parle de cette analogie entre la fleur et le feu, et où on cite un petit passage d'Aurélia qui est le suivant. Elle se mit à grandir sous un clair rayon de lumière, de telle sorte que peu à peu le jardin prenait sa forme, et les parterres et les arbres devenaient les rosaces et les festons de ses vêtements, tandis que sa figure et ses bras imprimaient leurs contours aux nuages pourprés du ciel. Et pourquoi est-ce qu'il trouve qu'il y a une analogie avec ce sonnet? Cette analogie entre la femme fleur avec ce feu de la passion, dont il dit ici Sainte Napolitaine aux mains pleines de feu. Enfin, on a fait tellement d'exégèses sur ces sonnets, vous savez, que j'ose à peine y faire allusion. Oui. Mais enfin, la 13e revient, c'est encore la première, c'est tout de même très curieux. Ça, oui. Extraordinaire. Alors, voulez-vous le dire encore une fois? Très bien, madame. La 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, où c'est le seul moment. Car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière? Es-tu roi, toi, le seul ou le dernier amant? Bien. Aimez qui vous aima du berceau dans la bière,
celle que j'aimais seule, même encore tendrement, c'est la mort ou la morte. Ô délice, ô tourment, la rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Sainte Napolitaine aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche, tombez, vous insultez nos dieux, tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle. La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. C'est bien. Eh bien, on a bien fait de vous faire reprendre, parce que vous l'avez dit très bien. Très beau. Il a Oh, très bien dit. C'est un très beau poème. Alors maintenant, Monsieur Jean-Marie Fartier va nous lire quelques pages d'Aurélia, qui est tout de même très caractéristique, je dirais pas de la seconde manière de Nerval, parce qu'il n'en a pas 36, mais qui tout de même correspond à son tourment secret, à ce tourment qui va aboutir à la place de la Vieille Lanterne. Où est aujourd'hui le théâtre Sarre-Bernard? Vous saviez? Non. Eh oui. À l'endroit où est la loge de Sarah, l'ancienne loge de Sarah, c'est là qu'il s'est pendu. C'est là qu'il s'est pendu. Alors, nous écoutons. C'est très étonnant. Le rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de cornes qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée. Et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis, le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. Un jour, arriva dans la ville une femme d'une grande renommée qui me prit en amitié et qui, habituée à plaire et à éblouir, m'entraîna sans peine dans le cercle de ses admirateurs. Après une soirée où elle avait été à la fois naturelle et pleine d'un charme dont tous éprouvaient l'atteinte, je me sentis épris d'elle à ce point que je ne voulus pas tarder un instant à lui écrire. J'étais si heureux de sentir mon cœur capable d'un amour nouveau. J'empruntais dans cet enthousiasme factice les formules mêmes qui, si peu de temps auparavant, m'avaient servi pour peindre un amour véritable, longtemps éprouvé. La lettre partie, j'aurais voulu la retenir. Et j'allais rêver dans la solitude à ce qui me semblait une profanation de mes souvenirs. Le soir rendit en mon nouvel amour tout le prestige de la veille. La dame se montra sensible à ce que je lui avais écrit, tout en manifestant quelque étonnement de ma ferveur soudaine. J'avais franchi en un jour plusieurs degrés des sentiments qu'on peut concevoir pour une femme avec apparence de sincérité. Elle m'avoua que je l'étonnais, tout en la rendant fière. J'essayais de la convaincre, mais quoi que je voulusse lui dire, je ne pus ensuite retrouver dans nos entretiens le diapason de mon style, de sorte que je fus réduit à lui avouer avec larmes que je m'étais trompé moi-même en l'abusant. Mes confidences attendries eurent pourtant quelque charme, et une amitié plus forte dans sa douceur succéda à de vaines protestations de tendresse. Eh bien, écoutez, après nous avoir lu cette première chose, Oui. qui est une assez bonne explication des allées et venues sentimentales de Nerval, j'aurais que vous nous lisiez ce qui a trait à son rêve, qui est si caractéristique. Oui. Je ne puis dépeindre l'abattement où me jetèrent ces idées. Je comprends, me dis-je,
J'ai préféré la créature au créateur, j'ai déifié mon amour et j'ai adoré selon les rites païens celle dont le dernier soupir a été consacré au Christ. Mais si cette religion dit vrai, Dieu peut me pardonner encore. Il peut me la rendre si je m'humilie devant lui. Peut-être son esprit reviendra-t-il en moi. J'errais dans les rues, au hasard, plein de cette pensée. Un convoi croisa ma marche. Il se dirigeait vers le cimetière où elle avait été ensevelie. J'eus l'idée de m'y rendre en me joignant au cortège. J'ignore, me disais-je, quel est ce mort que l'on conduit à la fosse, mais je sais maintenant que les morts nous voient et nous entendent. Peut-être celui-ci sera-t-il content de se voir suivi d'un frère de douleur plus triste qu'aucun de ceux qui l'accompagnent. Cette idée me fit verser des larmes, et sans doute on crut que j'étais un des meilleurs amis du défunt. Oh, larmes bénies! Depuis longtemps, votre douceur m'était refusée. Ma tête se dégageait et un rayon d'espoir me guidait encore. Je me sentais la force de prier et j'en jouissais avec transport. Je ne m'informais pas même du nom de celui dont j'avais suivi le cercueil. Le cimetière où j'étais entré m'était sacré à plusieurs titres. 3 parents de ma famille maternelle y avaient été ensevelis. Mais je ne pouvais aller prier sur les tombes car elles avaient été transportées depuis plusieurs années dans une terre éloignée, lieu de leur origine. Je cherchais longtemps la tombe d'Aurélia et je ne pus la retrouver. Les dispositions du cimetière avaient été changées, peut-être aussi ma mémoire était-elle égarée. Il me semblait que ce hasard, cet oubli, ajoutait encore à ma condamnation. Je n'osais pas dire au gardien le nom d'une morte sur laquelle je n'avais religieusement aucun droit. Mais je me souvins que j'avais chez moi l'indication précise de la tombe et j'y courus, le cœur palpitant, la tête perdue. Je l'ai dit déjà, j'avais entouré mon amour de superstitions bizarres. Dans un petit coffret qui lui avait appartenu, je conservais sa dernière lettre. Oserais-je avouer encore que j'avais fait de ce coffret une sorte de reliquaire qui me rappelait de longs voyages où sa pensée m'avait suivi, une rose cueillie dans les jardins de Choubra, un morceau de bandelette rapporté d'Égypte, des feuilles de laurier cueillies dans la rivière de Beyrouth, de petits cristaux dorés, des mosaïques de Sainte-Sophie, un grain de chapelet, que sais-je encore. Enfin, le papier qui m'avait été donné le jour où la tombe fut creusée afin que je pusse la retrouver. Je rougis, je frémis en dispersant ce fol assemblage. Je pris sur moi les 2 papiers et, au moment de me diriger de nouveau vers le cimetière, je changeai de résolution. Non, me dis-je, je ne suis pas digne de m'agenouiller sur la tombe d'une chrétienne. N'ajoutons pas une profanation à tant d'autres. Et pour apaiser l'orage qui grondait dans ma tête, je me rendis à quelques lieues de Paris, dans une petite ville où j'avais passé quelques jours heureux de ma jeunesse chez de vieux parents morts depuis. J'avais aimé souvent à y venir voir coucher le soleil près de leur maison. Il y avait là une terrasse ombragée de tilleuls qui rappelait aussi le souvenir de jeunes filles, de parentes, parmi lesquelles j'avais grandi. Une d'elles, mais opposer ce vague amour d'enfance à celui qui a dévoré ma jeunesse. Y avais-je songé seulement? Je vis le soleil décliner sur la vallée qui s'emplissait de vapeur et d'ombre. Il disparut, baignant de feu rougeâtre la cime des bois qui bordaient de hautes collines. La plus morne tristesse entra dans mon cœur. J'allais coucher dans une auberge où j'étais connu. L'hôtelier me parla d'un de mes anciens amis habitants de la ville qui, à la suite de spéculations malheureuses, s'était tué d'un coup de pistolet. Le sommeil m'apporta des rêves terribles. Je n'en ai conservé qu'un souvenir confus. Je me trouvais dans une salle inconnue où je causais avec quelqu'un du monde extérieur, l'ami dont je viens de parler peut-être. Une glace très haute se trouvait derrière nous.
En y jetant par hasard un coup d'œil, il me sembla reconnaître... Ah! Elle semblait triste et pensive. Et tout à coup, soit qu'elle sortit de la glace, soit que, passant dans la salle, elle se fût reflétée un instant auparavant, cette figure douce et chérie se trouva près de moi. Elle me tendit la main, laissa tomber sur moi un regard douloureux et me dit « Nous nous reverrons plus tard, à la maison de ton ami. » En un instant, je me représentais son mariage, la malédiction qui nous séparait, et je me dis « Est-ce possible? Reviendrait-elle à moi? M'avez-vous pardonné? Demandai-je avec larmes. Mais tout avait disparu. Je me trouvais dans un lieu désert, une âpre montée semée de roches au milieu des forêts. Une maison qu'il me semblait reconnaître dominait ce pays désolé. J'allais et je revenais par des détours inextricables. Fatigué de marcher entre les pierres et les ronces, je cherchais parfois une route plus douce par les sentes des bois. On m'attend là-bas, pensais-je. Une certaine heure sonna. Je me dis, il est trop tard. Des voix me répondirent, elle est perdue. Une nuit profonde m'entourait. La maison lointaine brillait comme éclairée pour une fête et pleine d'hôtes arrivés à temps. Elle est perdue, m'écriai-je. Et pourquoi? Je comprends. Elle a fait un dernier effort pour me sauver. J'ai manqué le moment suprême où le pardon était possible encore. Du haut du ciel, elle pouvait prier pour moi, l'époux divin. Et qu'importe mon salut même, l'abîme a reçu sa proie. Elle est perdue pour moi et pour tous. Il me semblait la voir comme à la lueur d'un éclair pâle et mourante entraînée par de sombres cavaliers. Le cri de douleur et de rage que je poussais en ce moment me réveilla tout haletant. Mon Dieu, pour elle et pour elle seule, mon Dieu, pardonnez! M'écriai-je en me jetant à genoux. Il faisait jour. Par un mouvement dont il m'est difficile de rendre compte, je résolus aussitôt de détruire les 2 papiers que j'avais tirés la veille du coffret, la lettre, hélas, que je relus en la mouillant de larmes, et le papier funèbre qui portait le cachet du cimetière. Retrouver sa tombe, me disais-je, mais c'est hier qu'il fallait y retourner. Et mon rêve fatal n'est que le reflet de ma fatale journée. C'est très bien, très, très, très bien. Et vraiment, c'est un morceau magnifique. Hein? Et c'est un morceau qui complète extraordinairement les sonnets que nous avons dit, car c'est vraiment le même homme qui a écrit les 2 choses. Hein? C'est extraordinaire, c'est dramatiquement monté. C'est étonnant. Sylvie est vraiment curieux à côté quand on pense d'où il est parti de sa jeunesse. Certains poèmes aussi très simples, comme elle a passé la jeune fille, vivait presque comme un oiseau, à la main une fleur qui brille à la bouche. Vous le savez, dites-le, c'est ravissant. Dites-nous ce ravissant petit poème. Qui s'appelle Une allée du Luxembourg. Nous sommes donc très loin d'Aurélia. Elle a passé la jeune fille, vive et preste comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui, venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu, doux rayon qui m'a lui. Parfum, jeune fille, harmonie, le bonheur passait. Il a fui. Merci, merci Elisabeth, c'est ravissant ce poème. C'est une conclusion de cette vie désolée, mais c'est très, très, très joli. Alors voilà, c'est fini. Nous avons fini pour cette saison, cette première révision, si on peut dire, des poètes et prosateurs du romantisme. Nous ne les abandonnons pas pour ça, parce que nous allons attaquer, si j'ose dire, Baudelaire à la rentrée.
Eh bien, je vous souhaite à tous de bonnes vacances et je me les souhaite à moi-même. Nous aussi, nous vous les souhaitons. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque post-romantique. Aujourd'hui, Claude Morand travaille un poème de Gérard de Nerval, El Desdicado. Mise en onde, Georges Godebert. Nous allons travailler aujourd'hui, avec le concours de mademoiselle Claude Morand, un poème célèbre que vous connaissez tous de Gérard de Nerval, qui s'appelle El Desdicado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Alors, je vous écoute. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose s'allie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nagent les sirènes. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Très bien. Eh bien, voyez-vous, quand vous m'avez dit que vous vouliez dire ce poème, j'ai répondu, je ne sais pas si c'est bien nécessaire, parce qu'il est très difficile de vous donner une leçon sur ce poème, pour la bonne raison qu'étant donné la beauté, la perfection de la forme et sa singularité, il n'y a rien d'autre à faire qu'à énoncer le texte. Eh bien, je m'aperçois que je peux tout de même vous donner une leçon sur le poème. La première chose qu'il faut que vous observiez, justement pour arriver à cette unité à laquelle je faisais allusion, et qui, à mon avis, est tout à fait nécessaire dans le poème, c'est qu'il n'y ait pas de sens arrêté. C'est que tout soit des sens suspendus. C'est-à-dire que je n'entende pas « je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé », mais au contraire, « je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé », des sens suspendus. Ensuite, il ne faut pas marquer les épithètes, à mon avis. Par exemple, vous dites « le soleil noir ». D'abord, quand on a à dire qu'une chose est noire, je répète toujours la merveilleuse phrase de Raphaël Duflo, qui disait à ses élèves, avec la façon incroyable qu'il avait de parler, « ne mettez pas de flamme sur flamme ». Eh bien, c'est tout à fait vrai. Quand on a à dire un mot affreux, un mot terrible, il ne faut pas l'accentuer, au contraire. Et c'est dans cet esprit-là que je pensais que le poème ne pouvait pas fournir une leçon. Parce qu'il est quelque chose en lui-même, de même qu'un mot très fort n'a pas besoin d'être accentué. Je pensais que pour ce sonnet, il suffisait de le dire, mais je m'aperçois que le dire est très difficile. Alors il faudra en somme que vous arriviez, je m'en vais vous le dire une fois, pas du tout pour que vous m'imitiez. Vous savez, comme je vous dis toujours, c'est pas du tout ça que je demande. C'est que vous compreniez bien dans quel état d'esprit je veux que vous soyez quand vous avez à dire un poème de ce genre. C'est-à-dire quand vous avez un texte, qui est un texte extrêmement orné, comme ce texte, extrêmement travaillé, ciselé, qui d'ailleurs est super, c'est un des plus beaux poèmes de la langue française. Je crois, notez que vous trouverez peut-être des gens qui vous diraient le contraire, je n'en sais rien, mais je crois, moi, que le devoir de l'interprète, c'est positivement d'énoncer son texte.
Seulement, je m'aperçois que pour arriver à une énonciation vraiment parfaite, il faut avoir une voix qui est extrêmement travaillée, ce qui ne peut pas encore être votre cas étant donné votre jeune âge, et non seulement ça, mais une diction qui vous permette quelque chose de tout à fait uni. Parce que malgré vous, comme vous voulez introduire là-dedans quelque chose de vous-même, vous arrivez à marquer les épithètes, et alors c'est mauvais. À mon avis, ça doit être dit comme ça. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. Suis-je amoureux Phébus, Lusignon ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nagent les sirènes, et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Vous voyez par conséquent que les seules modulations sont des modulations vocales. Il me semble qu'il n'y a pas un mot que j'ai accentué plus que l'autre, n'est-ce pas? Mais il y a évidemment à l'intérieur des modulations vocales. Elles sont très légères et elles tiennent toujours aux attaques, comme vous avez vu. Car vous pouvez remarquer, quand je vais travailler aussi vos camarades, comme il est nécessaire dans les poèmes, lorsque le rythme diffère, par exemple lorsqu'une strophe commence, de toujours relever le ton, mais très légèrement. Quelquefois beaucoup plus dans ce poème-ci, à peine. Mais la modulation est nécessaire. Et aussi l'étirement de certains vers. Alors, contrairement à ce que je pensais, il y a du travail là-dessus. Alors, nous allons le faire. Reprenez. Je suis le ténébreux, le veuf. Non, respirez. Respirez entre les 3. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de hiatus. Écoutez-moi bien, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Et si je vous demande de respirer, c'est parce que c'est peut-être nécessaire pour vous, pour votre souffle, mais c'est parce que ça vous permet une attaque. Si vous dites « je suis le ténébreux, le veuf », c'est pas bon. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Oui. Chaque mot est attaqué. Très légèrement, mais il doit être attaqué. Je suis le ténébreux. Non. Il est légèrement fermé, là, votre accent. Je suis le ténébreux. Je suis le ténébreux. Bien. Le veuf. Bien. L'inconsolé. Mais je vais vous faire ce que vous faites. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. C'est trop. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. C'est presque une question musicale. C'est comme un coup d'archet, vous savez exactement. C'est comme certains morceaux, par exemple comme l'aria de Bach. Eh bien, il n'y a pas d'autre nuance à faire que celle de le jouer avec le plus de perfection possible, avec le son le plus parfait. Eh bien là, c'est presque une question de sonorité. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte. Non, alors là, voyez-vous, il faut relever le ton. Ma seule étoile est morte. Et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Je suis le ténébreux, le Bien. veuf, Bien. l'inconsolé, Bien. le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Bien. Ma seule étoile est morte, Ça y est. et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. C'est bien. Laissez pas tomber. Porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé. Reprenez ça. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Bien. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé. Alors, voyez-vous, il faut une légère modulation sur toi.
dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé. C'est-à-dire qu'il faut faire ce que je demande souvent, vous savez. Il faut que vous releviez le ton au moment où vous attaquez et après que vous retrouviez votre autre ton. Mais tout ça sont des modulations extraordinairement fines dans un morceau comme celui-là. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. Alors voyez-vous, c'est un vers extraordinairement musical, ça, avec le mot Italie à la fin. Alors, je veux bien le sentir. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. Bien prolonger vos muets toujours quand vous dites des vers. Mais sans méloper par le fait que vous allez bien faire marquer vos consonnes. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. D'Italie. Rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. Faut que je sois très musical. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. Bien. La fleur qui plaisait tant. Et alors à là mon aussi, vous cœur. relevez le ton. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. La fleur qui plaisait Bien. tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salit. Bien. Suis-je amour ou Phébus? Alors ça, c'est autre chose. Bien l'attaquer, n'est-ce pas? Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Bion? Attaquez-le bien. Ce qui manque encore à ce que vous faites, c'est de bien marquer vos consonnes. Il faut les marquer un peu plus. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte. Ah, c'est tout à fait autre chose, nage attention. Hein. Là, il y a tout de même une variation là, dans le sentiment, n'est-ce pas? Suis-je amour au Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nagent les sirènes. C'est une énonciation musicale dans laquelle il faut faire intervenir certaines modulations, mais des modulations d'une extrême finesse. C'est-à-dire que si tout à coup on se mettait à dire ce poème comme certains ont la manie de le faire, c'est-à-dire en faisant, comme on dit, tout un petit drame, ce serait positivement épouvantable, à mon avis. Tout ça doit être comme un grand coup d'archet avec des très, très, très fines modulations. Mais vous l'avez bien compris, vous allez y arriver. Reprenez à Suis-je amour au Phébus. Suis-je amour ou Phébus? Non, ne traînez pas sur les Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron. Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nagent les sirènes, et j'ai 2 fois vainqueur. Voyez-vous, le dernier vers du tercet, là, rejoint les 3 autres. Il y a 2 choses, n'est-ce pas? Il y a le premier vers qui est une interrogation, il y a le second qui est une affirmation, il y a le troisième, alors qui se relie alors au dernier tercet. L'interrogation porte sur 4 noms, et je ne sais pas jusqu'à quel point il n'est pas juste et conforme à la pensée de l'auteur que les noms ne soient pas très séparés les uns des autres. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan Voilà. ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. Bien. Alors, J'ai rêvé dans la grotte où nage et alors, la ne sirène. faites pas un sans s'arrêter sur rêver. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. Bien. J'ai rêvé dans la grotte où Non, nage... ça a l'air d'être une conséquence du vers que vous venez de dire. Je vous montre là pour des nuances infinies, mais c'est ça le poème, c'est le secret de la bonne diction du poème. Il faut bien que ce soit bien séparé, n'est-ce pas? Suis-je amour au Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nagent les sirènes, et j'ai 2 fois vainqueur. Le dernier vers du tercet doit se rapporter au dernier tercet. Alors reprenez à Suis-je amour au Phébus, vous allez voir, après nous allons dire tout le soleil. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron?
Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur. Non. Ah, bah, voyez-vous, elle se corrige elle-même, c'est très bien. Suis-je Amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé la Kéron. Non, vainqueur, vous le détachez trop. Je fais un saut. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé la Kéron. Suis-je Amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé la Kéron. Modulant tour Ah à... non, pas de sens arrêté sur la Kéron. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé la Kéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la sainte et les cris de la fée. C'est bien, quel vers, mon Dieu, c'est admirable. Écoutez-moi bien. Vous avez maintenant une construction de votre diction, si je peux dire, qui est bonne. C'est-à-dire que vous avez très bien compris quel est le secret de la bonne interprétation du morceau. Les derniers vers, là, c'est moins bon, parce que vous les dites d'une façon que je trouve qui est un peu formelle, un peu prosaïque. Alors, vous allez maintenant le redire en introduisant dedans plus de musique. Quand je vous dis de la musique, c'est pas du tout formel, ce que je veux vous dire. Ce qui manque, c'est un sentiment profond, la chose qui a tout de même motivé le sonnet, c'est-à-dire la profonde mélancolie, un retour en arrière qui est tout de même non pas dramatique, parce que rien n'était tout à fait dramatique chez lui, mais profondément rêvé dans le tourment, tout de même, dans le regret. Il faut que nous sentions ça. C'est tout de même le poème de la mélancolie, pas besoin de le dire puisqu'il le dit lui-même, et du regret. Alors je voudrais sentir ça. Et puis alors je voudrais que vous introduisiez, une fois que vous aurez éveillé en vous ce sentiment profond, qui est le sentiment qui a commandé le poème, alors que vous trouviez moyen, grâce à une bonne respiration, à une voix bien posée, d'y introduire plus de musique. Et pour que ce ne soit pas mélopéen, toujours de bonnes attaques des consonnes, et que les mots aient bien leur forme. Alors vous voulez essayer? Je vais essayer, madame. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le posylipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salit. Suis-je Amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. C'est bien, c'est beaucoup mieux. Alors, pourquoi avez-vous l'air désespéré? C'est beaucoup mieux. Et laissez-moi vous dire, voyez-vous, à la fin, c'était même très bien. C'est le commencement, vous n'avez pas mis assez de musique. Vous avez commencé d'une façon un peu trop rapide d'abord, à mon avis, parce que comme je vous avais pressé, il ne faut pas qu'il y ait tout de même hiatus entre les 3 mots, alors ça vous a troublé, alors vous avez un peu pressé. Mais il faut que ce soit plus large, je ne dirais pas plus lent, il faut que ce soit plus large au début. Ça tient votre respiration. Vous n'êtes pas encore tout à fait maîtresse. Hein. Et ne craignez pas de respirer à l'intérieur des verbes, c'est quand vous respirez bien, vous pouvez respirer après chaque mot, personne ne s'en aperçoit. Et si votre respiration est ce qu'elle doit être, ce que je vous ai demandé, c'est-à-dire avec la souplesse de tout ce qui est votre cage thoracique, vous devez avoir tout le souffle nécessaire. Et alors vous pouvez étirer les vers autant que vous voulez, tandis qu'au contraire, là, ils sont un peu rétrécis au début. Vous avez senti? Oui, j'ai vraiment senti. À la fin, pas. À la fin, c'était beaucoup mieux. Alors, recommencez, dites-le encore une fois, entièrement, en prenant à la fin le ton que vous aviez au commencement. Parce qu'il ne faut pas croire que le poème n'est pas plus désolé à la fin qu'il n'est au commencement, ni au commencement qu'à la fin. Tout ça, c'est un long soupir mélodieux. Alors, Ce qui me gêne, ça. c'est que j'ai l'impression d'avoir ma voix complètement détimbrée. Mais oui, comment ça se fait-il? Oui. Ça m'a frappé aussi, pourquoi? Aussi, complètement.
Pourquoi ça? Je sais pas, je suis gênée, je crois, et alors je le prends sur le souffle. Ah oui, oui, non, non, il faut que ce soit bien timbré, Oui. au contraire. Bien sûr. Essayez de le dire comme ça, plus large, plus musical, plus timbré, et avec beaucoup plus de, comment dirais-je, quelque chose de plus sensuel dans le bonheur de dire le vers. Et ces vers sont tellement beaux. Et alors, bien vos œufs muets, servez-vous-en bien pour étirer le vers, n'est-ce pas? Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Eh bien, alors, moi, je crois que ça tient à une chose, voyez-vous, c'est que vous les séparez trop. Il y a on ne sait quoi qui doit relier les choses entre elles. Je suis le ténébreux, le veuf. Je crois que c'est parce que j'étire un peu le mot. Tandis que vous dites je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. C'est une énumération, évidemment, forcément, il y a là trois choses. Mais malgré tout, il faut les relier entre elles par quelque chose de plus mélodieux. Et je crois que c'est en n'arrêtant pas d'une façon trop brusque le son que vous obtiendrez ça. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Ils sont presque liés dans la façon dont je le dis. Oui. Et pourtant, ils sont séparés. Mais ça, il faut apprendre à faire ça. C'est comme pour certaines liaisons, où il faut à la fois qu'elles existent et qu'elles n'existent pas. Et bien là, c'est pareil. Et c'est une modulation, c'est une prolongation de votre souffle, et positivement du son, qui presque se fond dans le son qui suit, qui vous permettra de faire ça. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Je suis le ténébreux, le veuf, Voilà, l'inconsolé, ça y est, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. bien. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Bien, Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, bien, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie, bien, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salit. bien. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène, et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron. Et c'est, ah, pas de son s'arrêter. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Eh bien, c'est très bien. Vous verrez, vous avez fait un grand progrès. Et finalement, eh ben, ça vous a tout de même bien servi. Ça a été un bon travail. Oui, beaucoup. Car dites-vous que ça doit vous servir pour tout ce que vous venez de faire là-dessus. C'est-à-dire cette façon de relier un mot à un autre, d'une façon presque imperceptible, mais qui tout de même prolonge la musique et fait que le vers a une continuité et une unité. Et maintenant, le poème a son unité. Alors, c'est très bien, je suis très contente. Merci.